Ce matin, nous disons bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la région du Djoro. Alors, c'est l'ancienne région du Sud-Ouest. C'est l'occasion pour nous de vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à l'émission. Merci de nous suivre sur Savan TV. Merci de nous suivre à travers, bien sûr, vos pages Facebook, notre page Facebook, donc, et puis à travers vos comptes. Alors, vous tapez tout simplement Savan TV sur Facebook et vous pouvez nous suivre. Vous avez la possibilité également de nous suivre sur YouTube. Merci de votre fidélité. Alors, pour la suite de l'aventure, nous allons donc vous amener à la découverte de Garango, surtout la cour royale de Garango nous accueille ce matin pour la rubrique à la découverte de tout à l'heure. Vous aurez l'information à travers la revue de presse et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons des 20 ans d'une promotion de police, la promotion 2003-2005 et cette promotion sera là représentée par les membres du comité d'organisation et nous allons parler de cette commémoration. Plus tard, on recevra également une autre association pour parler d'activités à venir. Merci de votre attention. Merci d'être avec nous. On démarre l'aventure tout de suite et maintenant. C'est avec la première rubrique qui nous conduit à la rubrique à la découverte nous amène à la découverte du Burkina Faso. On découvre les sites touristiques traditionnels, coutumiers, les aspects culturels de notre pays. Et alors, cette semaine, nous avons décidé pour ce troisième jour de notre excursion du moins touristique, dans la ville de Garango, nous allons vous faire découvrir l'histoire de la chefferie de Garango. Et il faut dire que la chefferie aujourd'hui, donc le chef de Garango, c'est notamment Nabako. Et nous allons découvrir l'histoire de ce palais royal, de la chefferie, avec notre guide. Nous sommes toujours avec M. Serge Somketa Bambara, qui est guide touristique du Mont Boulgou, et bien sûr du palais royal de Garango. On l'écoute au micro de Joël Compaoré. Le palais, ça c'est le grand palais royal de Garango. Comme il y a eu des successeurs et présentement, Sa Majesté le Nabako, qui est le 9e chef de Garango, et il a pris le règne, ça fait 30 ans cette année. Et nous étronise les autres chefs là, ici, devant cette cour-là, pour qu'eux aussi, vous voyez les chefs qui sont venus, bon, ils sont tous intronisés ici. Le chef même a sous son couple 32 chefs. Ouais. Ça veut dire 32 villages qui gouvernent. Ouais. Et c'est lui qui est le supérieur, le chef suprême de Bissa. Ce que vous voyez, c'est notre culture. C'est notre culture. C'est pour cela qu'on a pris les cailloux là pour décorer la cour. Voilà. Et l'hangar que vous voyez derrière vous, ça, chaque chef a son bois là-bas. C'est là-bas qu'ils travaillent chaque 21 vendredi, qu'ils viennent causer. S'il y a un problème dans ton village, ça vaut mieux d'exposer ce jour-là. Ils vont voir comment ils vont régler ce problème. Bon, les interdits de ce royaume ne se marient pas entre sœurs et frères. Nous, on ne se marie pas, nous les Bambara. On ne se marie pas entre Lengani et Bambara. On ne se marie pas entre Zaré et Bambara. Parce que nous sommes tous des frères. Sinon, les restes, les Nomérés, les Zourés, les quoi là, on se marie. Il y a Bambara, il y a Lengani, il y a Zaré, il y a Zouré, Nomérés, il y a beaucoup. Alors, nous allons parler de l'actualité avec M. Alphonse Ouedraogo, installé sur ce plateau de Bonjour le Faso. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nikiema. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci. Alors, aujourd'hui, l'actualité est marquée par quoi? Alors, bien entendu, c'est cette déclaration de candidature de Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire.
Et avec le journal Le Quotidien, on peut lire à sa une ce matin, présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara officialise sa candidature pour un 4e mandat. Président du Faso, les autorités congolaises saluent l'engagement, le dynamisme et la combativité du président du Faso, écrit le journal Le Quotidien. Lonabe Manga, un agent d'agriculture, remporte plus de 25 millions de francs CFA. Le journal Aujourd'hui Faso, à sa une, également affiche une photo du chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, candidat à un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Et le journal dit ceci: Ité Missa est son seul adversaire, c'est lui-même. Toujours avec ce journal, décès d'Alino Faso, la Côte d'Ivoire présente ses condoléances au Burkina Faso. Retrait du Burkina, Mali, Niger, de la CEDEAO. Fin de sursis pour le retour des pays de l'AES. Toujours avec ce quotidien, on peut lire audience du président du Faso. Le Congo sollicite le soutien du Burkina pour le poste de DG à l'UNESCO. Conseil constitutionnel 2 décennies au service de l'état de droit. Ouagadougou, la CNAVC annonce une procession en l'honneur de Alino Faso ce mercredi, et c'est à lire à la page 4 du journal. Bénin, Patrice Talon renonce à un 3e mandat, écrit le journal. Le journal Le Pays, à sa une, également affiche Filiga Michel Sawadogo, ancien chercheur. Il déclare: la réforme du Conseil constitutionnel est inachevée. Protection de l'enfant, le gouvernement présente les acquis aux députés. Toujours avec ce journal, audience du président du Faso, les autorités congolaises saluent l'engagement, le dynamisme et la combativité du président du Faso, nous rapporte le journal Le Pays. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit: diplomatie, une forte délégation russe à Ouagam. Massala, dans la commune de Dédougou, il recrute 6 jeunes pour l'aider à voler, écrit le journal. Initiative présidentielle Faso Mebo, Move Africa Burkina offre 100 tonnes de ciment et de la main-d'œuvre, écrit le journal. Le journal de tous les Burkinabés, Sidoya dans sa parution du jour, et nous parle ceci: Conseil constitutionnel, 25 ans d'engagement pour l'état de droit. Coopération Burkina Faso, République du Congo. Les autorités congolaises saluent l'engagement, le dynamisme et la combativité du président du Faso. Stratégie nationale de protection de l'enfant, le gouvernement au rapport devant l'ALT, écrit le journal. Alassane Ouattara, candidat pour un 4e mandat. Ma santé le permet, a-t-il dit, c'est-à-dire toujours dans Citoyen. On murmure dans cette rubrique, le journal écrit: interdiction de toute activité au monument aux héros nationaux. Des faux timbres électroniques vendus à des usagers, nous alerte donc le journal Citoyen. Le quotidien Bogolais, l'Express du Faso, dans sa livraison de ce matin, affiche enlèvement des ordures ménagères à Bobo. Vous devez payer désormais entre 1500 et 5000 francs CFA le mois. Relation Burkina Faso-Côte d'Ivoire au-delà des émotions, c'est-à-dire à la page 2. Décès de Alino Faso, le gouvernement reste engagé à la manifestation totale de la vérité, nous rapporte donc l'Express du Faso. Économie locale et gastronomie, le Chitoumou, la star de la saison des pluies à l'ouest du Burkina. C'est un autre type bel et bien candidat, écrit le journal. Pour terminer avec l'Observateur Palga à sa une ce matin, affiche Philomène Nanema, humoriste, déclare: j'ai été surprise par l'ampleur de la vidéo d'Afla, donc ce petit mangeur d'aloco et de poisson à 3000 francs CFA. Alassane Ouattara officiellement candidat. Comment pouvait-il en être autrement? C'est une analyse à lire dans l'Observateur Palga. Hépatite B et C, plus de 70 millions de personnes atteintes en Afrique, nous annonce le journal dans sa rubrique Carnet de santé. Montée des couleurs à la
Direction générale des douanes, la première pour la nouvelle tête des bérets noirs. Merci bien, Alphonse, pour ces titres. Alors, nous débutons donc la phase commentaire avec une note de la municipalité. Oui. Interdiction de faire le sport à l'intérieur et aux alentours du monument aux héros nationaux. C'est le monument à Ouaga 2000 parce que les gens ont tendance à confondre. Tout à fait. Effectivement, je pourrais dire qu'il était quand même temps. Quand on sait que ceux qui, en tout cas, fréquentent cet endroit-là peuvent même témoigner. Il arrive que des gens qui se disent qu'ils font du sport tombent nez à nez face aux usagers. Et malheureusement, ça provoque des accidents. Ça fait des dégâts. Il y a eu déjà même des morts et des blessés à cet endroit, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur ou ceux qui tournent en tout cas aux alentours. Je pense qu'il y a des risques et peut-être c'est pour véritablement minimiser ces risques et puis ces dégâts-là que la municipalité a donc fait cette note. Je pense que ça a été aussi le vœu de certains Ouagalais, eu égard à ce qui s'est passé plusieurs fois. Des gens même avaient donc déconseillé certaines personnes de pratiquer le sport à ce niveau. Parce que quand il fait nuit, tout peut arriver. Personnellement, plusieurs fois, j'ai vu en tout cas des cas qui allaient vraiment se solder par des accidents mortels ou des accidents des blessés légers. Et je pense que la municipalité a pris ses responsabilités et il faut saluer. Maintenant, bon, certains ne seraient pas contents quand on sait que c'est l'endroit par excellence pour certaines personnes d'être là tous les soirs, chaque 2 jours pour le sport. L'ambiance qu'il y a là-bas, le sport collectif. Oui, l'ambiance qu'il y a fait qu'il y a des gens qui font quelques kilomètres pour être là, pour aller au niveau donc, du monument aux héros nationaux pour le sport. Et je pense que à l'impossible, nous n'est tenu. C'est une décision et il faut la respecter. Bien sûr. Et je pense que la deuxième raison aussi, ce sont les accidents, mais la note dit aussi que c'est pour des travaux d'aménagement. Donc je pense que peut-être que... Ça sera peut-être momentané. Voilà. D'accord. Peut-être que, pourquoi pas, peut-être qu'en aménageant aussi, on va prévoir des espaces de sport pour permettre aux gens aussi de revenir. Mais en attendant, retenez que c'est interdit de faire le sport là-bas. Ouais. On parle en Côte d'Ivoire, c'est l'actualité phare. Tout à fait. Bon. Alassane Dramane Ouattara, 4e mandat. Sans surprise, candidat pour un 4e mandat pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Je pense que à lire la presse ivoirienne, des journaux ont même titré qu'Alassane Dramane Ouattara soulage le peuple. Alassane Dramane Ouattara libère le peuple ivoirien. Il y a beaucoup de quotidiens qui ont donc mentionné cela ce matin. Alors, c'est une décision qui, en tout cas, ragaillardit ses partisans parce que depuis le meeting au stade où sa candidature a été sollicitée, il avait donc annoncé qu'il allait se donner un temps pour mûrir la réflexion avant de prendre sa décision. Alors, je pense que c'est ce qu'il vient de faire hier, qu'il est candidat pour un 4e mandat. Contre quels adversaires, quand on sait que beaucoup ont des problèmes aujourd'hui, que ce soit Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Tigel Thiam, ce n'est pas évident que leur candidature puisse passer. Et si c'est le cas, Alassane Dramane Ouattara va en tout cas remplir sans problème parce qu'il n'y a aucun adversaire de taille qui puisse véritablement l'inquiéter. Maintenant, c'est l'opportunité de sa déclaration. Une déclaration qui est faite au moment où entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, il y a eu une brouille avec le décès de Alinou Faso, notre compatriote. Est-ce que c'était une technique pour, en tout cas, envelopper cette situation, pour occuper les gens au point qu'on oublie le cas de Alinou Faso? Si telle est véritablement la raison, je dirais que ce n'est pas juste. Alors, ou véritablement, est-ce que c'était le moment choisi pour sa déclaration? Parce que beaucoup l'attendaient le 7 juillet, quand on sait que c'est le jour d'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Beaucoup pensaient qu'il allait choisir cette date-là pour s'adresser en même temps au peuple ivoirien
et annoncer sa candidature. Mais il y a des gens qui avaient commencé à parler que ce n'est pas à confondre. L'indépendance, c'est une date à part, mais sa candidature, ça n'incombe qu'à lui et à son propre parti. Donc, il ne devait pas faire donc cette confusion-là, jumeler les deux. Alors, l'un dans l'autre, nous retenons que Alassane Dramane Ouattara s'est rendu compte qu'il n'a pas préparé une relève. La raison qu'il évoque est que c'est compte tenu des défis sécuritaires, économiques et monétaires. Donc, il a jugé qu'il était tout à fait indiqué qu'il faut quelqu'un qui a de l'expérience pour, en tout cas, gérer, contenir cette situation. Et ce qui amène beaucoup de gens à se demander pourquoi depuis plus de 10 ans, il n'a pas su préparer donc cette relève. Quand on sait qu'il se félicite même de son bilan, d'avoir travaillé, véritablement, il devait inclure aussi cet aspect. Quand on sait qu'un 4e mandat, ce n'est pas aussi simple. Barbeau n'en a pas fait plus. Barbeau n'a fait que 10 ans. Et tout le monde connaît les conditions dans lesquelles il est parti et la situation qu'il y a eu. Je pense que Alassane Dramane Ouattara, dans ce cas-là, peut-être lui seul qui connaît la raison, sinon ce qu'il invoque comme des défis sécuritaires, monétaires, économiques, je pense que quelqu'un se félicite de son bilan, ne devait plus donc justifier sa candidature à travers ces raisons-là. Alors, est-ce que l'opposition ivoirienne va rester les bras croisés? Ça, c'est aussi l'autre peur qu'il y a. Quand on sait que de gauche à droite, des voix se lèvent. Il y avait même une marche qui était donc prévue le 2 août. Mais le préfet d'Abidjan a donc procédé à l'annulation de cette marche de l'opposition. Je pense que les jours à venir vont être déterminants de l'atmosphère politique qu'on aura en Côte d'Ivoire quand on sait que déjà ça bouillonne. Mais ça va déboucher sur quoi? On ne peut pas le deviner pour le moment. Mais je pense que la situation risque d'être tumultueuse, eu égard évidemment aux réactions des uns et des autres, surtout au niveau de la classe politique. En tout cas, de l'autre côté, au Bénin, Patrice Talon, lui, entend se limiter à 2 mandats. Alors, c'est assez simple. Voilà, il n'a pas voulu donc candidater pour une 3e fois. Il a même déclaré que lui n'est pas ce genre de président qui reste donc accroché au fauteuil présidentiel. En disant cela, il s'adresse à la jeunesse béninoise. Je pense que c'est pour effectivement confirmer sa bonne foi, même si par moments certains ont commencé à douter de la sincérité de ses propos. Je pense qu'il est en train de confirmer qu'il n'est pas un homme à rester s'accrocher au fauteuil présidentiel. Pour l'heure présidentielle, c'est en 2026. Donc, c'est un exemple de quelqu'un qui sait comment il est arrivé au pouvoir. Ce n'était pas simple, malgré tout. Il a gagné. Et je pense qu'il est en train de montrer qu'il n'y a pas que lui qui peut en tout cas faire avancer les choses au Bénin. C'est ce que beaucoup attendaient d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il les a tous roulés après avoir promis à beaucoup de gens de leur passer la main, comme Dioum Soro, qui a attendu, qui n'a pas eu finalement, qui s'est décidé de ne plus suivre Alassane Dramane Ouattara. Je pense qu'avec cette déclaration, il a eu raison de quitter, parce que même s'il était resté, ce n'est pas évident qu'il soit véritablement le choix de Alassane Dramane Ouattara qui entend donc remplir pour un 4e mandat. Donc Patrice Talon donne ici une bonne leçon et je pense que c'est un exemple à suivre. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Regardez au Cameroun, il y a Paul Biya qui a aussi annoncé sa candidature, qui a même déposé ses dossiers à 92, 93 ans. Je pense que par moment, il faudrait que l'Afrique se réveille. Il faudrait qu'on comprenne qu'il est question de génération et les générations passent. Évidemment, il faut permettre à chaque génération aussi de pouvoir poser ses actes, de pouvoir se prouver
dans l'histoire, dans le fonctionnement des États. C'est ce qui manque et c'est ce qui amène comme crise, parce que nous avons vu ce qui s'est passé en 2014 au Burkina, où le président Blaise Compaoré a été contraint de quitter le pouvoir. Est-ce que ce qui est en train de se dessiner en Côte d'Ivoire va déboucher sur quoi? Je ne sais pas, mais ça fait quand même peur. Merci beaucoup, Alphonse, pour ces analyses. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Bon pour vous ce matin, Madame Abzet Tapsoba, chargée du genre et de la promotion du leadership féminin au niveau du CCIB, c'est le Centre culturel islamique du Burkina Faso. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'opportunité. Merci d'être là. Et on va découvrir ensemble d'abord le Centre culturel islamique du Burkina Faso. Rappelez-nous comment ce centre est mis et quels sont ses objectifs et missions. Merci beaucoup pour cette invitation. Je dirais que le Centre culturel islamique du Burkina pour le dialogue et le vivre ensemble CCIB est une structure islamique à vocation culturelle. Elle est née de la volonté de ses initiateurs de se retrouver en tant qu'entité partageant les mêmes valeurs humaines, les mêmes valeurs religieuses et de travailler à asseoir un cadre où ils pourront faire la promotion de ces différentes valeurs qui leur identifient. Voilà. Et on dira que l'objectif de la structure, c'est de promouvoir surtout promouvoir du moins le dialogue et le vivre ensemble au sein des différentes communautés. D'accord, dialogue et vivre ensemble. Et comment vous faites, vous matérialisez ça sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites comme activité pour l'atteinte de ces objectifs? Merci. Comme activité, nous dirons que le centre organise des sessions de renforcement de capacité, des sessions d'échanges interreligieux, intra-religieux, des échanges communautaires, voilà, sur lesquels il pose les défis communs à notre communauté, surtout religieuse, voilà, et également voir dans quelle mesure ensemble on peut s'accompagner pour relever les différents défis qui incombent pour différentes communautés. Autant donc des activités surtout. Maintenant, quoi qu'on dise, le Burkina est dans une situation de crise sécuritaire depuis des années et c'est un moment aussi fragile souvent, comme vous parlez donc de cohésion sociale. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens aussi pour plus de cohésion et surtout que ce soit la cohésion sociale, que ce soit aussi le dialogue interreligieux? D'accord, merci beaucoup. Je dirais qu'au niveau du centre, bien avant que la situation ne se dégrade jusqu'à ce que nous voyons comme constat actuel, le CCIB menait des activités régulières sur des sensibilisations, j'allais dire, voilà, qui portent sur plusieurs thématiques, et c'était des émissions parfois mensuelles, parfois trimestrielles, mais qui tournaient autour des différentes valeurs humaines dont ils faisaient la promotion. Avec le contexte actuel, nous pouvons dire que le CCIB met en œuvre un projet dénommé Djama Bunere, un projet dont il fait la mise en œuvre avec 3 autres structures sœurs, voilà, et qui prône des valeurs de paix. Et pour ce qui concerne le CCIB spécifiquement, il a la charge de faire la promotion des voies pacifiques à travers le discours des leaders religieux musulmans surtout. Donc ça se résume en des émissions radiophoniques hebdomadaires, notamment les mardis autour de 14h. Il y a également des émissions télévisuelles mais mensuelles chaque dernière semaine du mois. Voilà, il y a des émissions. Et aussi, il y a un autre volet qui concerne la production d'œuvres artistiques. Et à ce niveau, nous avons eu avec le concours de certains artistes, produire des chansons et des sketchs pour contribuer dans la promotion du vivre ensemble, dans la promotion du dialogue et promouvoir, si vous voulez bien, les valeurs humaines pour que nous puissions retrouver la paix d'antan dans laquelle nous avons toujours régné.
D'accord. Et le nom du projet, c'est Jama Béonel. Et ça signifie quoi? La promotion d'un avenir radio pour tous. Pour tous. Voilà. Vous avez dit déjà la partition du Centre culturel islamique du Burkina Faso. Oui. Est-ce que déjà la mise en œuvre a commencé? Qu'est-ce déjà de mise en œuvre. Voilà, quoique le projet doit s'étaler sur 3 ans. Nous sommes pratiquement à une année et demie déjà de mise en œuvre. Et pour ce qui relève des activités déjà réalisées, nous avons eu à produire des émissions radiophoniques, notamment sur les thèmes de paix, de valeurs humaines, de cohésion pacifique, rappeler même l'essence même de la religion musulmane qui est de promouvoir la paix dans son entourage. Également, nous avons eu à aborder des thématiques telles que l'autonomisation des femmes. Parce que, voilà, quoi qu'on dise, les femmes, les jeunes filles font partie des couches les plus vulnérables dans le contexte dans lequel nous évoluons. Et il était vraiment impératif qu'on fasse comprendre à l'ensemble de la population que la femme, en plus de jouer le rôle de femme au foyer, peut d'une certaine manière également contribuer au développement local, contribuer au développement durable. Et nous nous disons que c'est à travers son concours aussi que nous pouvons réellement asseoir un véritable développement durable, une justice plus sociale, parce que toutes les composantes seront prises en compte. Parce que lorsque la femme est épanouie, c'est sa famille d'abord qui en bénéficie, et au-delà de ça, il y a la communauté, il y a la société tout entière. D'accord. Voilà. Alors, vous avez parlé tantôt donc des leaders religieux qui peuvent, qui doivent contribuer dans ce projet-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage? Ça consistera à quoi concrètement le rôle de ces leaders religieux-là? D'accord. Nous dirons que ces leaders religieux peuvent intervenir à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est à eux de revoir le discours qu'ils mènent, surtout dans l'ère du numérique. Parce que quoi qu'on dise, lorsqu'on sort des propos hors de son contexte, facilement, ces propos peuvent être des sources de tension. Donc, il y a lieu que chaque leader, en prenant la parole, s'assure de prononcer un discours rassembleur, un discours unificateur, où toutes les composantes vont se sentir à l'aise et ne pas se sentir stigmatisées ou, comment on dira, stigmatisées, je dirais, voilà, dans ce que ces leaders auront à proposer, à prononcer du moins comme propos. Un autre aspect également, c'est aux leaders également de contribuer à sensibiliser leur environnement. Il y a ce qu'ils donnent comme message ouvert, mais il y a également l'environnement dans lequel ils évoluent, où ils peuvent asseoir un discours, quitte à ce que les gens voient réellement les biens fondés, les valeurs réelles de la religion, plutôt que par moment de poser des actions qui peuvent venir à créer des zones d'ombre ou des malentendus entre différentes entités. Aussi, ces leaders religieux, au niveau de leur discours, que ce soit dans les cadres du culte, que ce soit tous les espaces dans lesquels ils parviennent à prendre la parole, qu'ils gardent à l'esprit que le Burkina Faso a toujours évolué dans un havre de paix. Les différentes communautés, les différentes ethnies ont toujours évolué ensemble, et il y a lieu que chacun mette la main dans la pâte pour que nous retournons dans ce havre de paix qui a toujours existé au Burkina Faso. Merci bien. Alors, l'actualité, c'est que samedi dernier, je crois le 26 juillet passé, vous avez lancé un programme d'incubation des filles et femmes musulmanes en leadership. Expliquez-nous, parlez-nous de ce programme. D'accord, merci beaucoup. Nous allons dire que nous sommes partis du constat que lorsque nous regardons la population burkinabé est la majorité féminine.
sur l'ensemble de la population. Et lorsque nous basculons un peu sur l'entité jeunesse également, les femmes sont toujours majoritaires. Alors que le paradoxe qui se pose est que, bien que elles occupent la majorité, elles sont moins représentatives dans les différentes instances décisionnelles. Et nous nous sommes dit que il serait opportun, pourquoi pas nécessaire, de créer un cadre où nous allons réunir des jeunes filles, des femmes musulmanes qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes convictions, pour les outiller davantage afin qu'elles puissent avoir les atouts nécessaires pour s'affirmer en tant que femmes, pour s'affirmer en tant que leader et porter la voix des femmes, non seulement dans leur famille, dans leur communauté, également sur le territoire national et pourquoi pas à l'échelle internationale. Et ça consistera à quoi concrètement? Parce que ça, c'est le lancement le samedi dernier. Absolument. La suite, ça sera quoi? Nous dirons que après le lancement, la prochaine étape qui va suivre, il va s'agir d'identifier les bénéficiaires de ce programme. Okay. Voilà, il y a un comité qui s'apprête à siéger pour cela. Et donc, nous allons lancer un appel à candidature pour que toutes celles qui sont intéressées par le programme puissent soumissionner. Et à l'issue de cela, le comité va siéger et puis retenir celles qui auront le privilège de bénéficier de ce programme-là. Maintenant, au cours de ce programme, il y a toute une panoplie d'activités qui sont prévues. Il y aura des actions de sensibilisation de grande masse, notamment à travers toutes les plateformes que nous aurons, digitales, non digitales, voilà. Également, il y aura le renforcement des capacités individuelles même de chaque bénéficiaire du programme à travers une session de mentorat, voilà, où chacune aura la chance d'être accompagnée par une pionnière, leader dans la communauté pour vraiment les booster comme il se doit, afin qu'au bout du processus, qu'elles puissent être imposantes et par-delà également asseoir des projets ou des micro-projets communautaires afin que toute la société puisse en bénéficier. Pour les femmes, ça sera des femmes prises individuellement ou bien vous allez aller sur des associations de femmes pour les bénéficiaires de ce projet? Nous dirons que nous allons les prendre individuellement, quoique l'information pour le recrutement sera partagée dans toutes les plateformes auxquelles nous aurons la chance de faire passer le message. D'accord. Voilà. Sinon, ce n'est pas le moment d'abord. Vous avez dit qu'il y a un comité qui va siéger. Absolument. Et qui va donner les modalités, notamment pour voilà. recruter ces dames-là. Et c'est autour d'un thème aussi, ce programme. Est-ce qu'on peut revenir sur la thématique? La thématique du programme d'incubation. Du programme d'incubation qui a consisté d'abord une conférence inaugurale. Voilà, lors du lancement, il s'agissait d'aborder le leadership féminin et la dépression, comment établir son personnel branding. Voilà, parce que quoi qu'on dise que par moment nous sommes confrontés à certaines épreuves de la vie ou du moins à certaines situations qui nous amènent par moment à nous replier sur nous-mêmes. Voilà. Mais cela constitue un mal, bien que ça ne soit pas pour autant un mal dont on maîtrise comme le palu, comme des migraines, mais il y a un sentiment de mal-être qui est là, qu'on a du mal peut-être à exprimer, qu'on a du mal à refouler ou bien qu'on a du mal vraiment à se comprendre soi-même. Et par moments, ça limite beaucoup de potentialités en nous parce que ça remet toujours en cause ce que nous avons réellement comme plein potentiel. C'est ce qui a justifié le choix de la thématique afin que chacun puisse délier la langue, poser ou présenter un peu l'environnement dans lequel elle évolue afin qu'ensemble, on puisse se donner des alternatives, des perspectives pour non seulement nous, comment on va dire, peut-être nous sortir du moins voilà, de l'impasse dans laquelle on évolue et également
travailler à atteindre nos différents objectifs que nous nous sommes fixés en tant que femmes, en tant que leaders dans la société. On souhaite cela pour toutes ces femmes-là. Amen. Merci beaucoup. Donc, on va dire que le programme, on attend, vous invitez les femmes notamment à rester alertes pour ce qui concerne quand vous allez lancer notamment le recrutement de ces femmes pour bénéficier de ce programme. Absolument. Dès que le comité du moins sera prêt, voilà, nous allons passer des annonces afin que l'information puisse couvrir un grand champ sur l'espace territorial afin que toutes celles qui ambitionnent vraiment être accompagnées dans leur cheminement personnel, dans leur cheminement en tant que femmes leaders, puissent bénéficier du cadre pour pouvoir prendre leur envol. Et ce que nous tenons à dire, c'est que ce n'est qu'un programme pilote. Si au bout du processus, les résultats sont satisfaisants et que nous disposons des moyens, tant des ressources humaines que des ressources financières, pour encore accompagner d'autres femmes, ça sera vraiment un honneur et un plaisir pour nous d'évoluer et d'assister ces femmes-là afin qu'elles puissent se construire individuellement. Merci beaucoup. Merci de passer sur notre plateau. Quel serait votre mot de fin? Le mot de fin que j'ai à lancer, c'est à l'endroit des jeunes filles, c'est à l'endroit des femmes. Peu importe la confession religieuse, peu importe l'ethnie et tout, c'est d'abord de se fixer un objectif. Et lorsqu'on est satisfait des résultats, on se relance encore à une autre échelle jusqu'à forger la personne que nous serons fiers de brandir un jour pour dire voilà la personne que je suis devenue grâce à mes efforts, grâce à mes ambitions, grâce aux rêves que je me suis donné les moyens de réaliser. Et c'est mon cri de cœur. C'est vrai que toutes celles que nous envions peut-être aujourd'hui, peut-être que certaines ont eu l'avantage dès le bas âge ou dès le cercle familial de bénéficier de certains privilèges comme accompagnement. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque on se fixe pour ambition d'atteindre un niveau donné et qu'on s'acharne sur le travail et qu'on trouve les moyens d'évoluer, c'est sûr qu'on finit par atteindre le niveau auquel on aspire à atteindre. Merci beaucoup. Et je ne peux que les inviter à rêver, mais à se donner les moyens pour que ce rêve devienne réalité. Bien sûr. Merci à vous d'être passé. Le merci vous revient. D'accord. Je rappelle que nous recevions comme invitée Madame Abzita Tapsoba. Elle est donc chargée du genre et de la promotion du leadership féminin au niveau donc du Centre culturel islamique du Burkina Faso. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Merci. On marque une petite pause et puis on revient. D'accord. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci nous allons recevoir d'autres invités. Nous sommes avec le commissaire principal de police, Lassane Zida, président du comité d'organisation des 20 ans de la promotion 2003-2005 de l'École nationale de police. Bonjour à vous, commissaire principal. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, nous sommes également avec le commissaire de police Nabi Bonaventure, responsable de la commission communication de la commémoration des 20 ans. Bonjour. Bonjour, madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler des 20 ans de votre promotion. Vous avez décidé de commémorer donc ce 20e anniversaire et justement, on en parle aujourd'hui. Mais avant de parler des activités prévues de la commémoration, j'aimerais bien qu'on reparte un peu en arrière pour parler de la promotion elle-même, de votre formation. C'était en 2003-2005. Comment déjà la formation s'est déroulée, commissaire Zida, au début? Merci, madame. Avant tout propos, je tenais à dire merci au premier responsable de la radio et télé, Savane Média. Je tenais également à faire une mention spéciale à nos premières autorités. Je vais parler du ministre de la Sécurité, du directeur général de la police nationale, qui ont bien voulu nous autoriser effectivement
à célébrer nos 20 ans de service, en tout cas au sein de la police nationale. Alors donc, revenons à votre question. Oui. Je dirais que 2003-2005, effectivement, c'est la période de la formation, de notre formation à l'École nationale de police. Nous avons été recrutés à un effectif de 368, donc composé de 348 assistants de police. Et de nos jours, nous parlons de sergents-chefs de police, mais à son temps, on parlait d'assistants de police et de 20 officiers de police directs. Alors donc, de nos jours, nous sommes à un effectif de 320 environ. Cela veut sans dire qu'on a enregistré des décès, voilà, que nous allons en tout cas rendre hommage au cours de cette commémoration. Donc la formation, elle s'est très bien passée. Elle s'est déroulée en plusieurs phases. La première phase, c'est la formation militaire de base. Et après, nous avons été formés sur les valeurs de la police nationale, qui, entre autres, sont la discipline, l'honneur et le travail. En tout cas, nous avons été bien formés et cela s'est ressenti sur le terrain à travers les différents postes que nous avons occupés et que nous continuons d'occuper à nos jours. Et également le développement que nous avons aussi, parce qu'aujourd'hui, sur ceux qui sont rentrés avec le niveau PPC, parmi ces gens, on a aujourd'hui des docteurs. Ah oui. Ouais, des docteurs, voilà, au nombre de 3. Et on a même des commissaires qui tournent autour d'une trentaine de commissaires. Voilà, sur les 300. Il y a eu évolution. Voilà, il y a une évolution. Voilà, il y a eu beaucoup d'évolution. De vos promotionnaires. Monsieur, disons commissaire Nabi, pour revenir à la formation, est-ce que vous avez peut-être des anecdotes à partager avec nous? Vous vous souvenez de quoi en son temps? Oui, bien sûr, madame. Et en son temps, je me rappelle bien, à l'occasion de la rentrée, et on nous disait que d'ici le soir, on allait ramasser des cadavres. C'était juste pour les formateurs. Les formateurs, voilà. C'était pour nous effrayer. Oui. Et aussi, je me rappelle très bien, et dès qu'on a franchi la porte de l'école nationale de police, on a dit à tout un chacun de porter son engin, c'est-à-dire son moyen de locomotion pour arriver. Et bien, ceux qui étaient venus en moto ont eu toutes les difficultés pour faire cet exercice. Ah oui, vous vous rendez compte, portez là. Oui, portez ça à la tête, et débrouillez-vous pour soulever, voilà, et puis aller déposer au parking. C'était juste pour nous motiver, pour nous mettre dans le bain, afin que nous puissions nous préparer psychologiquement et moralement à la formation militaire de base en son temps. Oui. Mais la formation elle-même, on sait qu'on a une idée, on entend de loin, mais on a une idée, on se dit que les formations généralement, des forces de défense et de sécurité, particulièrement aussi la police pour votre cas, c'est une formation intense, il faut avoir le moral haut, c'est aussi des chants. Bon, est-ce que vous pouvez peut-être partager tout ça avec nous? Tout à fait, parce qu'au niveau de la police nationale, justement, il y a une formation commune de base qui est imposée à toutes les nouvelles recrues. Et à cette phase, il faut dire qu'effectivement, il y a des manœuvres, il y a des exercices physiques et aussi des chants pour se motiver. Voilà, donc tout ça, on est passé par là. Commissaire principal, et pour 2003-2005, c'était où, par exemple, la formation? Vous vous rappelez? Alors, donc 2005, 2003-2005, c'est à l'École nationale de police à Goumé. C'est là-bas que nous avons été reçus pour le premier jour. Et nous avons effectivement, dans notre jargon, nous parlons de bailloutage. Bailloutage. Voilà. Donc, c'est là-bas, effectivement, l'accueil a été fait. En tout cas, comme il a si bien dit le responsable de la commission communication, effectivement, il y a tellement des anecdotes, mais à la fin, en tout cas, on n'a pas ramassé de cadavres. Mais ça nous a permis de savoir que, en tout cas, la formation militaire de base, c'est une formation qui force le caractère, c'est une formation qui force la discipline, c'est une formation qui force l'honneur, et c'est une formation qui force aussi la solidarité entre des personnes qu'on a recrutées dans la vie civile. En tout cas, nous avons appris cela à partir de la formation militaire de base.
Également, en dehors de l'École nationale, nous avons effectué des marches à travers les artères de la ville de Ouagadougou. Nous avons même fait des marches jusqu'à Pabré. Voilà, et puis d'où à Pabré? De Ouaga à Pabré. Voilà, Ouaga à Pabré. Wow. Alors donc voilà autant de séquences de la formation militaire de base. Et après tout ça, cet aguerrissement, on est revenu dans les salles pour apprendre les valeurs de la police nationale que j'avais tantôt parlé, la discipline, l'honneur, le travail. Voilà. Donc voilà un peu comment ça s'est passé sur les 2 ans. Et à l'issue, on a été intégré en juillet, plus précisément le 19 juillet 2005, comme assistant de police pour les sous-officiers et officiers de police pour les officiers directs. D'accord. C'est intéressant. Et nous, on sait que les sorties de promotion, généralement, c'est ça qui est plus intéressant. Parce que souvent, on vient fêter avec vous, même si on ignore ce qui s'est passé avant que vous puissiez célébrer les sorties de promotion. C'est très intéressant. Et moi, je sais que j'en ai participé à quelques-unes à l'École nationale de la police. C'est vraiment une fête, c'est une kermesse, c'est intéressant. Mais bon, alors, aujourd'hui, on va parler maintenant de ce qui vous a poussé à célébrer ce 20e anniversaire. Alors, promotion 2003-2025, vous avez décidé de célébrer le 20e anniversaire de votre promotion. Que représente cette célébration pour vous, commissaire? Madame, vraiment, cette célébration est très, 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 très importante pour nous. C'est même une étape très importante. Certains diront que 20 ans, c'est pas beaucoup, même à notre sens, c'est pas beaucoup, mais 20 ans, sous un angle de vie, de vie professionnelle, c'est une grâce. Oui. Alors donc, nous avons décidé unanimement, effectivement, de marquer un arrêt pour faire le bilan, le point des 20 ans de service au sein de la police nationale, pour voir réellement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et éventuellement se projeter, parce que 20 ans après, dans notre carrière, disons que nous avons déjà entamé pour certains 60% de notre carrière, parce que certains même dans 5 ans, 6 ans, au maximum, ils seront déjà à la retraite. Donc nous trouvons que c'était vraiment une opportunité de se parler, de se retrouver sous la bénédiction des plusieurs autorités de la police pour célébrer à travers des réflexions, à travers des œuvres sociales, à travers des communions avec la population et à travers aussi le renforcement des liens de fraternité que nous avons pu entretenir depuis le premier jour que nous avons intégré cette École nationale de police. Commissaire Nabi, et comment l'idée est née de célébrer le 20e anniversaire? Alors, déjà, quand on avait les 15 ans de service évolus, on avait aussi célébré cet anniversaire. Okay. Mais ce n'était pas exactement dans les mêmes conditions, parce que après 20 ans, comme le commissaire principal a si bien dit, alors nous sommes, certains en tout cas parmi nous sont déjà à 60% de leur carrière. Donc déjà, c'est ce symbole que nous avons voulu quand même marquer. Et aussi le fait que le contexte sécuritaire et ce que nous vivons actuellement force en tout cas la décision pour nous de faire le bilan de notre contribution, le passage effectivement depuis notre contribution effectivement à tout ce qui se passe, faire un bilan et puis bon, essayer de se réorienter pour la suite de la carrière. Ok. Commissaire principal, et comment vous définirez l'esprit de votre promotion? Merci madame. La promotion a pour nom de baptême discipline, honneur, solidarité. Alors, quand vous décortiquez ces 3 thèmes, c'est en même temps les 3 piliers de notre promotion. Donc, nous définissons cette promotion à travers effectivement ces 3 mots, à savoir la discipline, l'honneur et la solidarité. Nous avons entretenu des relations de fraternité
nous avons entretenu des relations de solidarité depuis que nous avons intégré cette école. Et en réalité, cette commémoration vient encore rappeler que nous appartenons à une seule famille, nous appartenons à une seule institution qui est la police nationale, et tout ce que nous faisons doit rentrer dans le cadre des objectifs de la police nationale. Donc la promotion se définit par cette solidarité que nous avons pu entretenir depuis notre recrutement jusqu'à nos jours. Voilà. Commissaire Nabi, on va parler des activités prévues maintenant. Okay. Une commémoration sur 3 jours. Oui. Mais qu'est-ce qui est prévu comme activité? Alors, il y a un certain nombre d'activités effectivement qui sont au programme. Dès le premier jour, nous avons l'activité phare qui est le lancement officiel qui interviendra dès demain à partir de 9h. Ensuite, nous avons un cross populaire. Nous avons un cross qui va se dérouler dans l'après-midi et aussi le lendemain, vendredi. Alors, nous allons aller à l'académie de police pour procéder à la mise en terre de quelques plans pour répondre un peu à l'appel du président du FASO et pour revêtir notre faune d'arbres, en tout cas de médecine. Alors, ensuite, nous allons nous déplacer au siège de FASO Mebou pour procéder à un don, à une remise de dons symbolique. Et aussi, nous avons pensé à, comme le commissaire principal avait dit, aux orphelins. Les orphelins de nos collègues qui nous ont malheureusement dévancés, et par en tout cas une remise aussi de dons. Remise de dons et des kits scolaires, voilà, pour essayer de les accompagner aussi, et pour que la mémoire aussi de nos collègues ne soit pas oubliée. Voilà, et ainsi de suite, avec l'activité qui va nous mettre tous en phase avec la fête, c'est l'activité de dîner gala qui interviendra le samedi autour de 20h. Voici un peu ramasser les activités. Grandes activités. Grandes activités, oui. Commissaire principal, vous voulez ajouter quelque chose sur les activités? Oui, les activités, bon, nous allons aussi tenir un panel de réflexion sur le thème central qui est la promotion 101 de la police et de l'École nationale de police. Et engagement, résilience et engagement pour la nation. Voilà, après 20 ans, nous sommes toujours engagés, nous sommes toujours résilients pour effectivement demeurer dans cette police nationale et apporter notre contribution. Donc les panels, nous avons 3 thèmes. Le premier thème qui va porter sur la contribution de la promotion dans la lutte contre les terroristes. Et nous avons également le deuxième thème qui va porter sur la résilience psychologique de la promotion. Et enfin, le dernier thème qui est comment concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Voilà, surtout quand on est à 60% voilà, de carrières déjà consommées, comment arriver à se préparer pour l'après-service carrière professionnelle. C'est important. Donc, voilà. Et pour avoir, vous avez intégré aussi des dimensions sociales, comme le commissaire Nabil a dit. Il y a notamment le soutien face au Mebo, le parrainage aussi d'orphelins, comme il a cité. Pourquoi c'était important aussi d'ajouter ce volet-là? Ce volet est très important pour nous, pour une seule raison. Et je vous disais tantôt que la solidarité, c'est notre marque. Voilà, notre marque de... Voilà, c'est notre référentiel, j'allais dire. Et cette solidarité, nous avons pu la tisser depuis que nous avons intégré l'École nationale de police. Et ça nous suit après 20 ans. Et d'ailleurs, les orphelins que nous comptons en tout cas mettre en exergue ou à la cérémonie d'ouverture, je voudrais juste dire que c'est des actions que nous avons inscrites depuis un certain nombre d'années, sinon plus de 5 ans de cela, que nous évertions à apporter notre soutien psychologique, matériel à nos orphelins. Et la perspective à travers cette célébration, c'est non seulement leur dire que nous sommes toujours avec eux et que nous irons très loin avec eux et nous comptons en tout cas demeurer des parents, des mamans à la place de leurs pères qui ne sont plus de ce monde. Et vous avez prévu aussi un portique commémoratif qui est prévu aussi le tiers de la police. Comment ça va se passer, commissaire Nabil? Alors, effectivement, c'est un projet qui est
qui a été initié effectivement par l'ensemble de la promotion, parce que nous avons vu que nos collègues qui sont au front et qui se battent pour la reconquête de notre territoire, malheureusement, certains ont perdu la vie. Et pour nous, c'était très important quand même de marquer l'endroit où ces personnes reposent en faisant un portique. Peut-être que ça va susciter d'autres promotions, à continuer avec le mur et ainsi de suite, pour rendre cet endroit aussi assez représentatif, parce que c'est notre manière aussi de rendre hommage à nos dévanciers qui se sont battus en tout cas pour la reconquête du territoire national. Alors, commissaire principal, pour toutes ces activités, ça va se tenir où? Alors, les activités, la cérémonie d'ouverture officielle, de lancement officiel aura lieu le demain 31 juillet à l'École nationale de police à partir de 9h. Et dans la même journée, nous allons tenir les panels et dans l'après-midi faire le cross populaire. Et le lendemain, nous allons nous déporter à l'académie de police pour le reboisement. Voilà, et suivi des journées de salubrité. Et le samedi, nous revenons à 9h pour remettre un don symbolique à Faso, l'initiative Faso Mebo. Et dans la soirée, nous aurons un match de gala contre la promotion 57, 109, 111, 90. Donc nous allons rassembler, réunir 4 promotions, plusieurs promotions, et pour disputer en tout cas un match de gala. Et nous sommes convaincus que nous allons gagner. Nous allons gagner ce match. Ça aura lieu où? Ça aura lieu à l'École nationale de police. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, il y a le dîner gala, vous avez dit. Oui. Ça aura lieu. Le dîner gala également, nous envisageons le faire à l'École nationale de police. Mais il se pourrait qu'à la dernière minute nous modifions parce qu'il se pourrait qu'il y ait des contraintes liées aux aléas climatiques. Parce que nous comptions le faire en plein air. Mais au cas où il y a la pluie, voilà, on pourrait éventuellement changer de lieu. Mais la promotion serait en tout cas informée en temps opportun, voilà, du lieu exact de ce dîner. Ok, voilà. Merci bien. Donc, est-ce que c'est une commémoration qui se passe uniquement entre vous, promotionnaires? Oui, c'est une commémoration qui ne se passe pas entre nous, uniquement promotion, parce que nous avons profité pour le faire avec d'autres promotions. Et je vous disais tantôt que la hiérarchie policière est informée de ce projet. Elle nous accompagne, à commencer par le ministre de la Sécurité, qui est même le patron de cette commémoration, le DG de la police qui est le président, et nous avons la marraine à la personne de la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, qui a bien voulu être notre marraine. Et également, nous avons invité d'autres promotions et même les collègues retraités que nous avons voulu inviter. Donc c'est la fête, nous allons communier avec tout le monde, y compris la population. D'accord. Alors, merci bien, commissaire Nabi. Quel est aujourd'hui votre message à l'endroit des jeunes promotions de police? Alors, le message que nous pouvons adresser à notre jeune génération de police, c'est de demeurer dans la discipline et de respecter un peu la vision de la sécurité qui a été initiée par les plus hautes autorités. C'est le lieu pour nous de leur rappeler que c'est un moment difficile que nous traversons et chacun doit s'armer de courage et de faire en sorte pour que toutes les initiatives que nous sont imposées par les plus hautes autorités de la police puissent être respectées et satisfaites. Alors, nous les appelons à la discipline, au courage et non pas au découragement. Ne pas céder, ne pas se laisser entraîner par ce qui est le contexte sécuritaire et de s'armer de courage pour affronter, faire les missions avec brio. Merci bien. Alors, commissaire principal, quel est votre
Message aussi à l'endroit des jeunes promotions, parce qu'après vous, il y en a eu tellement, jusqu'à la plus récente. Okay. Alors, mon message va s'articuler autour de 2 points. C'est de leur dire que la police nationale, quand vous vous engagez à être policier, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce et nous sommes là pour servir la population, pour la sécurité de nos institutions, et nous devons loyauté à nos institutions. Nous devons également travailler dans la discipline, parce que sans discipline, nous ne pouvons rien faire. Donc j'invite les jeunes promotions à s'armer de courage, comme le commissaire l'a dit, à exécuter les missions dans la discipline et à travailler avec honneur et dignité sur les champs de bataille que nous sommes, sur lesquels nous sommes actuellement. Je vais parler de la lutte contre le terrorisme. Donc il faut qu'on s'arme, il faut qu'on soit résilient, et l'engagement doit être toujours de mise pour nous permettre en tout cas de venir à bout de ce fléau, voilà, du terrorisme. Merci beaucoup. Donc notre temps est terminé. On va rappeler les dates de commémoration de ce 20e anniversaire de la promotion commissaire principale. Ok. Alors donc retenez la première date, c'est la date officielle, hein, le jeudi demain. Donc c'est demain déjà. Voilà, demain déjà, le 31 juillet. Le 31 juillet 2025, à partir de 9h, nous avons la cérémonie de lancement officiel sous le patronat de M. le ministre de la Sécurité, la présidente du DG de la police nationale, et sous le marrainage de Mme la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale. Alors donc les activités vont se dérouler ces 3 jours, le 31 juillet, le 1er août et le 2 août pour la clôture. Voilà, voici les dates importantes et les activités que nous comptons en tout cas mener au cours de cette célébration de nos 20 ans. Merci beaucoup, commissaire. Merci beaucoup aussi, commissaire Nabi. Notre temps est terminé. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On s'arrête ici également pour l'émission de ce matin, puisque le temps est parti. À Bonjour le Faso est terminé. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures. Allez,